C'est le nouveau numéro du Club de la Presse. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous. Club de la Presse, on parle de nos confrères journalistes du groupe de presse Iwachu, dont la détention a été confirmée ce jeudi par la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bubanza. Le parquet les accuse de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Dans un communiqué de presse du procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi affirme que ces journalistes auraient eu des informations sur l'attaque rebelle de Musigati avant que les affrontements armés n'aient encore eu lieu. Le procureur parle au conditionnel. Pourquoi la Chambre de conseil n'a pas considéré ce doute du ministère public pour décider le maintien en détention de ces journalistes? On en parle dans cette émission dans la première partie et on parle également de la démission de Michel Kafando en deuxième partie. Il est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi. 2 ans après sa mission, l'envoyé spécial d'Antonio Guterres a préféré remettre son tablier à l'instar de l'ancien facilitateur dans le dialogue inter-burundais, William Benjamin Mkapa. Serait-il une nouvelle expression de l'échec de la communauté internationale dans la résolution de la crise au Burundi? Pour en débattre, nous accueillons sur ce plateau 2 invités. Ils sont tous journalistes. Le premier, c'est Bob Rugulika. Il est directeur de la radio publique africaine RPA. Bonjour Bob. Bonjour Patrick. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci d'être là. Le deuxième invité, c'est Jean-Georges Kibogora. Il est journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour Jean-Georges. Bonjour Patrick, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bienvenue dans cette émission. Merci. Club de la presse, c'est parti avec vous Bob. Les journalistes incarcérés, vous avez passé par là. Ça vous rappelle aujourd'hui de mauvais souvenirs, certes. Quel ressentiment pour ces journalistes? Quel ressentiment avez-vous, effectivement, sur cette situation dont les journalistes de la radio, les journalistes du club de presse Iwachu subissent aujourd'hui, avant de parler de justice? Bon, tout d'abord, je dois vous dire que, vous le savez vous-même, parmi les libertés fondamentales de l'homme, c'est de se sentir en liberté, tout d'abord. Parmi les droits fondamentaux, c'est de se sentir en liberté, c'est de ne pas être privé de mouvements de circulation, c'est avoir le droit de t'exprimer de manière convenable. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour ces journalistes. Tout d'abord, ils ont été privés de leur liberté. Ils sont interdits de dire quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit. Donc, maintenant, là où ils sont détenus dans leurs cellules, ils doivent demander permission, même pour aller faire leurs besoins. Vous imaginez ce que ça représente pour un être humain. Donc, ces journalistes aujourd'hui doivent vivre dans une situation de détresse, d'indignation totale et surtout de peur du lendemain parce qu'ils sont conscients quand même qu'ils sont dans un pays où c'est la tyrannie qui règne. Ils sont conscients qu'ils sont dans un pays dirigé par des gens qui n'hésitent pas de tuer. Donc vous comprenez que être sous le joug, être vraiment sous l'emprise d'un tel système politique, vous comprenez ce qu'ils doivent ressentir. Il y a lieu aujourd'hui d'avoir un petit peu d'espoir par rapport à la justice. Bon, écoute, moi, d'habitude, naturellement, je suis optimiste. Et, écoute, pour le moment, ces gens sont en train de subir de l'injustice, mais rien ne dit qu'ils vont demeurer dans cette situation. Demain après demain, ils peuvent recouvrer les libertés. Tout dépendra de la manière dont le régime en place, notamment le président de la République et son épouse, qui aujourd'hui dirige le Burundi d'une main de fer, tout dépendra du comportement qu'ils vont prendre par rapport à ce dossier. Oui, Jean-Georges Kibogora, s'agit-il d'un dossier de justice aujourd'hui ou c'est purement et simplement une façon de réprimer la presse burundaise? C'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment abject, c'est vraiment illogique. Avoir le chef d'accusation pour lequel ils sont victimes,
un chef d'accusation illogique et incompréhensible. En fait, et cela montre à suffisance que la justice burundaise, c'est une justice qui n'est pas indépendante, c'est une justice qui est instrumentalisée par le pouvoir. Donc c'est un instrument du pouvoir. Sinon, personne ne peut comprendre le chef d'accusation pour lequel ils sont victimes. Complicité d'atteinte à la santé de... Oui, ce qu'ils ont fait. Moi, je l'aurais fait en tant que journaliste. Toi, tu l'aurais fait, il l'aurait fait. Tout le monde l'aurait fait en tant que journaliste parce qu'ils n'ont fait qu'exercer leur métier comme le demande la loi sur la presse. Et si aujourd'hui le procureur de la République estime que ces journalistes ont été arrêtés, pas comme journalistes, mais comme citoyens ordinaires? Non, ça c'est un alibi. C'est un alibi, tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est un dossier politique. Ce n'est pas un dossier journalistique, c'est un dossier politique. Donc, aussi longtemps que cette justice sera instrumentalisée par ce pouvoir, les journalistes qui sont sur place à Bujumbura seront vraiment l'objet d'arrestation et de... Oui. Effectivement. Bon, aujourd'hui, ces journalistes, dans un communiqué de presse qui a été publié hier par le procureur général de la République, il a estimé que ces journalistes avaient des informations, il a dit au conditionnel, auraient des informations qui annoncent une probable l'attaque de Musigati. Est-ce que les journalistes peuvent être victimes des informations qu'ils ont eues avant que le crime soit commis? Patrick, permettez-moi de ne pas spéculer sur les propos déplacés et les chefs d'accusation préfabriqués par le parquet. Donc, permettez-moi de ne pas spéculer. Par contre, je voudrais insister sur le caractère légal et juridique du dossier. Au fait, j'ai effectivement lu le communiqué du procureur général de la République, un certain Nyandui, je pense que c'est Sylvestre. Alors, c'est tout d'abord un communiqué de honte. C'est vraiment le communiqué de la honte. C'est un communiqué qui reflète l'ignorance même du droit et de la morale. En fait, quand tu viens de le dire, un procureur qui ose mettre au conditionnel dans un communiqué de presse, cela déjà prouve qu'ils n'ont rien de concret contre ces gens. Quand ils disent que le tribunal de Bubanza ou le truc là, machin, la chambre de conseil siégeant à Bubanza, qu'ils auraient mais c'est insensé, c'est déplacé. Les juristes parlent que le doute profite à l'accusé. Mais c'est ça. Alors, c'est pour cela que je disais que le communiqué du procureur général, c'est un communiqué qui reflète son ignorance même du droit. Alors, revenons un peu alors sur l'accusation faite contre ces journalistes. Tout d'abord, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, c'est une accusation préfabriquée parce qu'ils ont passé 3-4 jours en détention sans que les gens qui les détiennent puissent définir et établir l'infraction. Donc, ce n'est que plus tard qu'ils ont effectivement trouvé cette accusation qui est pour moi d'ailleurs farfelue. Donc, pour dire... Ces gens sont accusés de complicité. Alors, et puis, ils mentionnent dans le communiqué que ces gens n'ont pas été arrêtés pour ce qu'ils font, mais plutôt pour ce qu'ils sont. Mais ok, ils disent que ce sont des citoyens ordinaires qui ont été appréhendés à Musigati, sur une colline X. Mais en même temps, ils ne peuvent pas... Comment est-ce que des gens censés connaître le droit ne peuvent pas établir le lien entre le mobile de leur présence, au fait, c'est quoi, au fait? Le mobile de leur présence à Musigati, c'est quoi, au fait? Est-ce que c'était pour aller prêter main forte au groupe qui a attaqué à Musigati? Ou bien, alors, dans ce cas, ils doivent le prouver. En tout cas, c'est ce qu'il faut. Ils doivent le prouver. Alors, est-ce qu'ils sont allés à la recherche d'une information? Alors, quand tu pars déjà à la recherche d'une information, comment est-ce que tu peux être accusé alors d'atteinte de complicité avec des gens sur lesquels tu allais enquêter, puisqu'ils ont même apparemment informé le gouverneur de province. Mais ils n'ont qu'à prendre le gouverneur et le mettre aussi en tôle. Alors, moi, je trouve que c'est insensé, c'est déplacé, mais fort heureusement, et malheureusement d'ailleurs, on est habitué à ce genre de théâtre. On est habitué. Pour vous, le gouverneur qui a autorisé cette descente... Mais il devrait se retrouver en tôle aujourd'hui même. Lui aussi se trouvait être mais oui, complice. si les gens, les Nyandui là, si tout le système qui emprisonne ces journalistes était
ne fait ce qui est juste et sensé seulement. Mais il gouverneur- devrait aussi mettre en tête le gouverneur, puisqu'il est a complice été aussi. informé et il a quand même Autorisé. donné quelque part l'autorisation à ces gens. Parlons du journalisme un peu, Kibogora. Et si, par exemple, ces journalistes avaient cette information sur cette probable attaque avant que l'opération n'ait eu lieu, est-ce qu'ils sont tenus à informer l'autorité? Oui, ils sont tenus par le métier. Hein. À informer Pour moi, à informer l'autorité sur une probable attaque avant que l'attaque n'ait dont eu je lieu. parle, ils sont tenus à informer le public sur ce qui se fait sur le territoire national ou même sur le territoire extra. Non, enfin, je pense que le journaliste a cette obligation professionnelle d'informer, même en dehors de l'autorisation. Il n'est pas tenu à demander à demander la des permission. autorisations, il y a à gauche, à droite. Bon, puisque le CNC l'a voulu ainsi, Il est supposé avoir l'autorisation de fait qui lui donne l'autorisation de faire des reportages sur toute l'étendue. Donc, ce qui se passe, moi, je pense que c'est une farce. C'est une farce, je dis, un déni de justice ou plus, je ne suis pas juriste, mais on peut appeler ça une parodie de justice. C'est exactement ça. C'est une parodie de justice. Le fait d'arrêter des gens, d'emprisonner des gens qui ont averti, Pour des qui ont motifs, signalé leur farfelus, déplacement, comme- qui ont averti leur déplacement à l'autorité compétente, et après ils sont arrêtés, c'est vraiment une farce. Bob, à votre époque, on se rappelle très bien, il y a eu vraiment une sorte de solidarité qui a été exprimée par les collègues journalistes pour que vous puissiez recouvrer votre liberté. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Bon, disons que c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Je constate que quand même, nous sommes tous solidaires d'une manière ou d'une autre avec nos collègues qui sont détenus par cette tyrannie de Bujumbura. Par contre, je voudrais vous faire constater que les époques ont changé. Alors, si vous vous rappelez la mobilisation qui a été faite autour de l'emprisonnement et la détention de notre collègue de Bonécha FM à l'époque, Rouvakuki. Si vous vous rappelez la mobilisation faite autour de ma détention illégale, injuste, au début 2015. Et celle de Bodim House. Oui, constatez que les époques ont changé. Parce qu'à l'époque, ce régime était encore plus ou moins sensé. Ils avaient encore la jugeote, je dirais. Ils avaient encore une sorte de retenue. Mais ce n'est plus comme avant. Donc, on est dépassé cette époque. Aujourd'hui, on est entré dans une phase de tyrannie totale. Donc, Mais puisque ce sont les mêmes personnes, c'est vrai que les mêmes visages. non, ce n'est plus le même visage. Hein. Patrick, rappelez-vous que le pouvoir au sein des DFDD s'est détérioré. C'est décomposé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu promotion mais Pierre Mourouza est toujours là. il y a eu attends, il y a eu promotion du noyau dur du régime. Donc, il a la promotion de la médiocrité pure et simple du régime. Donc, et rappelez-vous qu'il y a quand même des hommes et des femmes du sein des DFDD qui sont aujourd'hui victimes de la même tyrannie et qui ont dû même prendre le chemin de l'exil. Alors, ce sont tous ces gens à l'époque quand même qui essayaient de diluer, qui essayaient de jouer certaines cartes. Moi, je me rappelle quand j'ai été emprisonné, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de cadres du sein des DFDD qui étaient totalement contre. Croyez-vous que tous les CNDD aujourd'hui sont pour? Non, ils ne sont pas pour, justement, ils ne sont pas pour tous, mais aujourd'hui, disons qu'ils sont effectivement totalement sous l'emprise et pris en otage par le cercle autour du président. Donc, c'est le noyau dur, c'est le noyau criminel qui dirige le Burundi. Donc, c'est pour cela que je vous disais que, d'abord, rappelez-vous qu'il y a 4 médias qui ont été détruits, dont une centaine de journalistes en exil. Donc, tous ces gens, ce sont eux qui devraient se mobiliser aujourd'hui pour la cause de nos collègues. Nous devrions, nous tous, être à Bujumbura, mais ce n'est plus le cas. Il y a une centaine en exil. Ouais. Donc, aujourd'hui, au Burundi, les quelques journalistes, et d'ailleurs, moi, des fois que je qualifie de courageux, qui sont encore au Burundi, n'ont pas vraiment la capacité, et même l'environnement n'est pas favorable à ce qu'ils se mobilisent pour la libération de leurs collègues. Leur marge de manœuvre. Oui, j'ai vu, excusez-moi un peu, une seconde, j'ai vu sur le compte Twitter, je pense, du journal Iwachu ou de son responsable, je ne sais pas,
Ils se lamentent comme quoi certains médias, notamment locaux à Bujumbura, ne sont pas en train vraiment de témoigner solidarité et de compassion envers les collègues emprisonnés. Moi, je voudrais appeler les responsables du Wacho à vraiment à une sorte de retenue et à essayer de comprendre l'atmosphère qui règne au Burundi aujourd'hui. Dans une ville capitale comme Bujumbura, où il y a des journalistes qui perdent la vie chaque jour, où il y a des journalistes portés disparus. Ils ont un collègue porté disparu. Les journalistes ne sont pas vraiment prêts à donner leur tête à couper pour vraiment la liberté et pour soutenir ses collègues. Par contre, nous devons nous mobiliser, nous, qui avons échappé à cette euphorie meurtrière du sein de DFDD, pour chaque fois porter la voix plus Avant d'entrer loin. dans la deuxième partie donc de cette émission, Kibogora, il y a le groupe de presse Iwachu qui appelle les journalistes à rester debout pour soutenir effectivement nos confrères. Est-ce que les marges de manœuvre dont disposent les journalistes restés au pays, est-ce que trouvez-vous, comme on le disait, à la hauteur de cet appel où ils sont limités quelque part? Oui, c'est une question... Et quel comportement donc devraient adopter les journalistes C'est une question importante. pour rester debout? Oui, c'est une question importante par rapport au contexte actuel. Parce que oui, mobilisation, oui. Solidarité professionnelle, oui. Mais les journalistes, et debout, oui. Mais ils devraient le faire de façon prudente. Ouais. Ils devraient rester prudents parce que le pouvoir en place, il peut tout faire. Il peut tuer, il peut arrêter, il peut malmener, il peut forcer à la disparition. Il est capable de tout faire de mauvais à ces journalistes qui sont sur place. Maintenant, il faut garder cette solidarité professionnelle, cette mobilisation, mais il faut le faire de façon prudente. Parce que comme on le dit, un bon journaliste, c'est un journaliste vivant. Il faut rester vivant pour exercer. Oui, pour exercer. Et puis, j'ai eu vent. J'ai ouï dire que les journalistes les plus professionnels, les journalistes qui font exactement le métier, ce sont ces journalistes-là qui sont dans le viseur du pouvoir. Donc, ce pouvoir-là, il ne considère pas les journalistes qui font exactement bien la profession. Là, ils sont... Non. Quel message pouvez-vous donner à nos confrères qui sont en prison, là, juste maintenant? Un message d'espoir. Non, il faut qu'ils restent courageux. Il faut qu'ils tiennent bon, il faut qu'ils restent courageux. On est derrière, on soutient, et puis je pense que demain après-demain, ils vont recouvrer la liberté. Merci beaucoup Jean-Georges Kibogora. On entame la deuxième partie de cette émission. Nous parlons cette fois-ci de la démission de l'envoyé spécial au Burundi du secrétaire général des Nations Unies. Et Michel Kafando a remis son tablier au terme de 2 ans de sa mission. Il n'a pas amené à bout sa mission, effectivement. Jean-Georges, je reste chez vous. Est-ce que la démission de Michel Kafando, la démission de Mkapa à l'époque, il y a de cela 2 ans, est-ce que c'est un aveu d'échec, selon vous, de la communauté internationale? Oui, d'emblée, je vais m'exprimer un peu sur cette nouvelle. En ce qui concerne la démission de l'envoyé spécial des Nations Unies, Michel Kafando. C'est un coup dur. Pour moi, c'est un coup dur, effectivement. Mais pour moi, c'est une décision sage. Pour lui, c'est une décision sage. C'est une décision qu'il a mûrie, qu'il a pris après beaucoup de réflexion. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il a vu que la chose, maintenant, le dépasse. Il a été un peu... Il n'a pas été à la hauteur. Il a été un peu déçu par le comportement des partis au conflit, des partis aux négociations. Parce que, rappelez-vous, la grande mission qu'il avait, c'était de confronter les deux partis aux négociations et d'arriver enfin à la résolution de la crise, qui n'a que trop duré. Mais là, il n'y a plus d'espoir, parce qu'il a vu et la partie gouvernementale et la partie de l'opposition, ça ne va pas, les deux parties, parce que vous vous en souvenez, au départ, le gouvernement disait « je ne suis pas prêt à aller aux négociations parce que je ne vois pas la matière à négociation, je ne vois pas la matière au dialogue, parce qu'il y a la paix qui règne sur toute l'étendue du territoire. » Donc,
il n'y a pas matière à négociation. Et puis la partie opposition disait, non, nous on est prêts. Et puis il faut qu'on vide les questions qui... En tout cas, la crise burundaise, quand même, est toujours là. Il est toujours là. On le disait dans la première partie. Il n'y a pas de solution jusqu'à présent. Dans tous les cas, Bob Kafando n'a jamais avancé dans la médiation, dans cette crise que connaît le pays depuis 2015. Il était finalement démissionnaire depuis longtemps. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit démissionnaire depuis longtemps, dans le sens où il a présenté sa démission il y a, je pense, d'ici là 48 heures. Alors, moi, par contre, je pense que lui, tout comme d'autres acteurs de la communauté internationale, ils ont fait de leur mieux. Ils ont essayé d'aider les Burundais à trouver une solution négociée. Ils se sont heurtés quand même. Alors, effectivement, ils n'ont pas pu mener à bout leur mission, ils n'ont pas pu réussir, puisque parmi les deux parties au conflit, il y a d'un côté, c'est vrai, ceux qui sont de bonne foi, malgré leurs petites divisions, là je parle un peu de l'opposition burundaise, que ce soit l'opposition politique et l'opposition armée, ils ont des chicaneries entre eux, mais ils restent quand même logiques, ils restent rationnels, ils font des revendications, ils disent ce qu'ils veulent, ils font des propositions. Et d'un autre côté, il y a un mur. Le régime et le gouvernement, c'est vraiment comme un mur. C'est un mur qui dit rien, qui veut rien, qui accepte rien, qui entend rien, qui comprend rien. Donc, et c'est ça... C'est comme parler à un sourd. Mais c'est un peu ça. Donc c'est ça qui fait que tous ces messieurs, toutes ces dames qui essayent d'aider les Burundais à trouver une solution négociée, c'est pour ça que chaque fois, ils se heurtent à ce problème qui est le gouvernement qui ne veut rien, qui est en fait un gouvernement imperméable. Donc, c'est ça. Sinon, mais il faut aussi noter à notre côté, au moment où cette même communauté internationale, entre guillemets, parce que la communauté internationale c'est vague, au moment où cette communauté s'implique dans une recherche de solutions négociées, cette même communauté, et là je fais allusion à certains pays, par exemple comme la France, joue d'autres cartes où, pour des raisons géostratégiques, ils sont derrière le régime, ils soutiennent le régime, ils maintiennent le régime. Mais tout ça, ce sont des choses sur lesquelles les Burundais, effectivement, devraient se pencher pour comprendre, en fait, la crise. Parce que parmi les facteurs de la non-résolution de la crise figure la non-compréhension de la crise burundaise. Tant que les gens... C'est purement ou simplement les intérêts qui... Mais c'est des intérêts géostratégiques, bien sûr. Géopolitiques. Regarde même la région aujourd'hui. Quand on parle de la démission de Mukapa, moi j'ai toujours dit que Mukapa n'a pas démissionné. Mukapa a mené à bout sa mission parce que sa mission, c'était de ne pas trouver une solution. C'était de ne pas trouver une solution burundaise. Mukapa a joué des cartes avec Museveni. Il le savait très bien. Il suffit de voir aujourd'hui les relations diplomatiques au sein des pays de la communauté est-africaine. Mais là, tu vas immédiatement comprendre. L'Ouganda et la Tanzanie, qui avaient en charge effectivement le processus de dialogue inter-burundais, ont dès le début été complices avec Nkurunziza. Sinon, ce sont les deux principaux pays qui allaient, de gré ou de force, amener Nkurunziza à négocier. Et voilà le résultat, ils l'ont couvert. Donc c'est pour cela que je dis que il faut qu'on considère aussi cet aspect un peu non visible de la crise burundaise où il y a des acteurs internationaux qui soutiennent complètement le régime pour des intérêts effectivement soit économiques, soit géostratégiques. Et c'est à nous, Burundais, de comprendre tous ces enjeux et de nous mettre ensemble et trouver un moyen de rendre le Burundi stable. Jean-Georges Kibogora, aujourd'hui, il y a la démission de Kafando, hier c'était la démission de Mukapa. Qu'est-ce qui va suivre selon vous? Puisque l'échec de la communauté internationale est déjà consommé finalement. Oui, il est déjà consommé et une certaine opinion pourrait penser que c'est le président Nkurunziza qui sort le vainqueur. Ouais. Non, pas du tout. Hein. C'est le contraire. À mon avis, c'est juste le contraire. Parce que les gens qui démissionnent, que ce soit Mukapa, que ce soit Michel Kafando, que ce soit, vous vous en souvenez, que ce soit le Gabonais parfait, Onanga, Nyanga, que ce soit Makaski, vous vous en souvenez, ils ont été forcés de rentrer, mais
ils sont rentrés après avoir prononcé quand même quelque chose de très important. Donc, ils ont dit, tout le monde a dit que c'est le gouvernement qui est un obstacle majeur. C'est un obstacle majeur. Je rappelle que Michel Kafando n'a pas réussi effectivement à faire rouvrir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme au Burundi. C'est une maison qui reste fermée jusqu'aujourd'hui. Mais après... C'est que Nkurunziza a toujours voulu qu'il n'y ait pas des observateurs. Oui, mais vous savez, le message qu'il a prononcé, Michel Kafando, avant de rendre son tapis, il a dit « L'instabilité politique au Burundi reste une question préoccupante dans la région. Et que la partie gouvernementale, vraiment constituée, depuis longtemps, qui constituait un véritable obstacle pour la résolution de la crise. Et c'était la même chose pour les autres envoyés spéciaux des Nations Unies. Ils ont dit ça. Donc, ils ne sortent pas vainqueurs. Non, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Bob, comment Bob peut-on parler aujourd'hui de l'échec de Nkurunziza, alors que c'est toujours ce qu'il a voulu dans ses messages? Vous avez suivi évidemment le message d'aujourd'hui du président, du secrétaire général du parti au pouvoir, qui s'est félicité donc de la démission de Michel Kafando. Pourquoi ne peut-on pas parler aujourd'hui de la victoire de non, Patrick, quand on est des hommes... Attends, s'il vit dans un monde à part, qui n'est pas le monde que nous connaissons, là, il peut chanter victoire. Mais s'il vit dans le monde réel dans lequel nous vivons, il doit constater que c'est un échec. Il doit constater qu'il ne fait que s'enfoncer. Quand la communauté internationale t'envoie des médiateurs et que chaque fois ces médiateurs jettent l'éponge en disant « Nous avons bien essayé, mais nous n'avons pas pu et tout ça, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute au président. » Là, mon cher, sois-en sûr que tu t'enfonces. Donc, tu ne peux pas crier victoire parce qu'un médiateur part. Tu ne peux pas crier victoire parce que la crise perdure. Non. Tu devrais crier victoire quand la crise est résolue. Effectivement, lui, dans son monde à part... Dans le monde... Non, lui, il vit dans un autre monde. Attends, c'est pour cela que... Lui, il ne considère pas qu'il y a... Mais lui, il trouve... Attends, quand même, Patrick. Moi, j'ose espérer que le président Nkurunziza n'est pas idiot, n'est pas totalement stupide. Il sait que quand tu as un demi-million de citoyens en exil, il sait qu'on ne peut pas chanter victoire. C'est un discours politique. Il sait pertinemment que quand tu as des mouvements armés qui se forment et qui commencent même à mener des attaques à l'intérieur même du pays que tu diriges, il sait qu'il ne peut pas quand même chanter victoire. Donc ça, comme vient de le dire mon collègue Kibogora, c'est effectivement un discours politique, mais qui cache aussi une paranoïa, qui cache la peur, qui cache la peur du lendemain. Parce que Nkurunziza sait que maintenant, il a des dossiers à la CPI. Mais comment veux-tu qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est pour cela, moi, ce qui me dérange avec ces gens, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'ils vivent un autre monde, pas celui que nous vivons. C'est ça qui me dérange quand j'essaie de suivre un peu leur discours. Alors sinon... la communauté internationale aura fait ce qu'elle a pu, mais, Patrick, là, je dois aussi insister, souligner, c'est à nous, Burundais. C'est à nous, Burundais, en premier, à qui ça revient le rôle de trouver la solution au Burundi. Et nous devrions le faire. On va vers la fin de cette émission, Kibogora. Est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce qui va suivre, finalement, avec la communauté internationale qui s'est retirée? Est-ce qu'on va attendre le remplacement de Kafando pour continuer avec les mêmes, pour continuer à marcher sur place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, même si cet envoyé spécial des Nations Unies devrait être remplacé, je ne vois pas vraiment le bout du tunnel. En fait, c'est des missions en cascade. Moi, il y a une leçon qui s'amollesse. Parce qu'il y a une raison à ça. La leçon qui s'amollesse, c'est qu'on ne peut pas beaucoup attendre de la communauté internationale. Comme disait l'autre, en fait, la question burundaise soit résolue par les Burundais eux-mêmes. Les patriotes burundais, je sais qu'il y en a. Je suis pertinemment convaincu qu'il y a des Burundais patriotes qui peuvent prendre la balle au bond et se dire que la destinée du Burundi, ça appartient aux Burundais. Mais Bob, dire que la solution doit provenir des Burundais eux-mêmes,
est-ce que ce n'est pas se tracer une raccourci? Connaissant l'expérience du passé, l'accord d'Arusha qui a été comment dire, parrainé par la communauté internationale, est-ce que le Burundi peut marcher seul dans cette histoire? C'est pas le Burundi, mais c'est les Burundais. Les Burundais, on doit marcher, on doit avancer. Qu'on marche seul ou avec la communauté internationale, mais on doit avancer. Donc, avec la communauté internationale, c'est encore mieux. Mais sans la communauté internationale, les Burundais doivent prendre conscience que c'est à nous qu'appartient le rôle, la mission de faire régner la paix et l'ordre dans ce pays, de faire partir tous ces criminels au sommet de l'État. Ça, c'est le rôle des Burundais. Ce n'est pas le rôle des Américains, ce n'est pas le rôle des Français ou des Britanniques. C'est le rôle des Burundais. Que ce soit par le soulèvement populaire, que ce soit par les urnes, que ce soit par des voies pacifistes, que ce soit même par les armes. Ce sera au Burundi. Je ne fais pas la promotion de la violence. Moi, je suis un pacifiste. Mais en l'absence des solutions négociées, en l'absence des solutions pacifiques, mais bien sûr, les Burundais devront recourir à la force pour faire partie. Parce que, mais vous le voyez partout au monde quand on traque les terroristes. Mais alors, imaginez des terroristes au sommet de l'État. Mais que peut-on faire pour les chasser? Eh bien voilà, c'est ici la fin du club de la presse. C'est le 105e émission. Nous étions avec deux journalistes, Bob Rugulika. Il est directeur de la radio RPA, la radio publique africaine. Merci Bob. Merci pour l'invitation. De la clarté de vos interventions. Merci aussi Jean-Georges Kiboga. Je rappelle que vous êtes journaliste de la radio Inzamba. Agathe Kao, merci d'avoir été là. Merci à vous. Eh bien, merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Club de la presse, c'est ici la fin de cette émission. La prochaine émission, ce sera pour vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.